que des commentaires positifs. Surtout le changement de plan, Ouais, c'est oui. ça dynamique. Parlez pour voir. Thibaut, rendez-moi mon portefeuille. Bonjour François Asselineau et bienvenue pour ce nouvel entretien d'actualité, le numéro 57. Donc nous sommes le mercredi 31 janvier 2018. Voici tout de suite la première question. Quel enseignement tirez-vous des élections législatives partielles ? Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous avons eu il y a quelques jours 2 élections législatives partielles dans la première circonscription du territoire de Belfort et dans la première circonscription du Val d'Oise. Vous avez vu les résultats. D'abord, ils ont été marqués par une progression phénoménale de l'abstention. Donc on a atteint 70% d'abstention dans le territoire de Belfort et presque 80%, 79,5% dans le Val d'Oise. C'est énorme. Je me permets d'insister quand même sur cet élément qui souvent n'est pas suffisamment considéré avec toute l'attention qu'il mérite. Souvent les observateurs, le grand public veut foncer aux résultats et ne pas méditer un instant sur ce que signifie que 80% des Français dans le Val d'Oise ne sont pas allés voter. Ça veut quand même dire, bien sûr, c'est le phénomène d'une élection législative partielle. Bien sûr, il n'y avait pas d'enjeu réel puisque il y a 352 députés de En Marche sur 574 députés. Donc de toute façon, ils ont une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et donc une élection législative ne peut pas changer la majorité à l'Assemblée, donc ne peut pas remettre en cause le gouvernement. Néanmoins, quand même, lorsque 80% des gens ne se déplacent plus pour une élection législative partielle, ça veut dire qu'il y a quand même un problème de démocratie. J'y reviendrai dans un instant. Alors les résultats de l'UPR, vous les avez vus, ont été plutôt décevants. Plutôt décevants. On espérait mieux. On ne peut pas dire non plus que ça a été un désastre. Je rappelle que dans le territoire de Belfort, nous avions fait 0,75% des suffrages en juin. Nous avons fait 0,73%, c'est-à-dire quasiment le même score. Alors certes, c'est pas brillant, mais enfin, on n'a pas baissé. Ce qui est important, c'est de voir, parmi les gens qui se sont déplacés, qui a voté quoi. Le problème, je l'ai dit, un problème de fond, c'est que l'ensemble du corps électoral ne comprend pas, ne veut plus se déplacer. Donc nous avons fait à peu près le même score dans le territoire de Belfort, et on a fait aussi quasiment le même score dans le Val d'Oise, sauf que là, cette fois-ci, on a un petit peu grignoté quelques pouillèmes de points. On est passé de 0,97 à 1,04, ce qui a quand même pour effet de franchir la barre des 1%, ce qui fait que désormais il y a 40 circonscriptions législatives où l'UPR a dépassé 1% dans la législature actuelle. Je rappelle qu'il faut 50 circonscriptions où on est dépassé 1% pour avoir accès au financement public. Alors, ça c'est le premier enseignement du scrutin. Nous avons en gros maintenu nos positions. Alors il y a une personne qui a écrit en disant oui, mais vous racontez n'importe quoi, le nombre de votes a beaucoup diminué. Oui, bien sûr, mais regardez les autres. Même celui qui arrive en tête avec les Républicains, son nombre de voix s'est effondré, puisqu'il y a 70% d'abstention. Bon, le Front National est passé de 17% en juin à 7%. Alors en nombre de voix, j'en parle même pas. En nombre de voix, c'est un effondrement absolu. Ils ont perdu 10 points. Je signale aussi au passage que France Insoumise, dans le territoire de Belfort, qui est quand même a priori un point fort pour le France Insoumise, se présentait en juin 2017 et il y avait également un candidat du MRC, M. Bastien Faudot. À eux deux, ils faisaient 21% des suffrages en juin 2017. Cette fois-ci, là, pour l'élection législative partielle, ils avaient décidé d'avoir un candidat commun. Il n'y avait plus les 2 candidats de France Insoumise et du MRC. Eh bien donc, ils avaient fait 21% à eux deux en juin, ils ont fait 11%. Et en nombre de voix, alors, c'est un effondrement bien pire encore. Ça veut dire que malheureusement, les électeurs se sont mobilisés, enfin, ils se sont pas mobilisés, ils se sont pas mobilisés justement. Mais ceux qui sont allés voter ont voté pour qui ? Celui qui ressort le gagnant du scrutin avec 13 points en plus, c'est l'escroc. C'est le candidat des Républicains qui, justement, avait été invalidé par le Conseil constitutionnel parce qu'il avait fait un faux tract pendant sa campagne. C'est quand même un peu fort de café. Au passage, son opposant, le candidat d'En Marche, lui,
a perdu quand même 6 ou 7 points, ce qui n'est quand même pas un grand succès pour En Marche. Et encore une fois, même le candidat de LR qui a gagné 13 points, en nombre de voix, il a perdu compte tenu de l'énormité de l'abstention. Merci pour cette analyse, mais du coup, que pourrait-on améliorer pour les prochaines élections législatives partielles ? On aurait pu préférer mieux, bien sûr. Je le reconnais. On s'interroge, bien sûr, et tout le monde y va de sa réflexion. On aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Moi, ce que je pense, c'est que on a un problème de fond en France. C'est que énormément de Français, malheureusement, continuent à se laisser manipuler par les médias. Et malheureusement, continuent à aller voter pour les grands partis que leur présentent les médias. Mais là, soyez sûr d'une chose. C'est que c'est triste. On est déjà en train de se battre face à un univers extraordinairement difficile dans une société française où les grands corps administratifs, les grandes structures de l'État, les grands contre-pouvoirs ne jouent de moins en moins leur rôle. On est dans une situation où la société française est en train de devenir assez lentement et sûrement une espèce de dictature qui ne dit pas son nom. On muselle de plus en plus la presse. On voit par exemple comment il y a eu des pressions qui ont été exercées par monsieur Bolloré sur toute une série de journalistes. On sait très bien, j'ai quand même des amis journalistes qui nous expliquent comment ils ont des rédactions en chef qui leur imposent une ligne, qui les censurent, etc. Je suis allé soutenir notre candidat, Jonathan Vallard. J'ai été reçu par l'Est républicain. J'ai passé 1 heure avec la journaliste qui a noirci des pages et des pages de mon entretien. J'étais tout content, je me disais, on va quand même avoir un article. On a eu droit à un article de la taille d'un timbre-poste où il était question... Rien de ce que j'ai dit n'est ressorti. Je suis persuadé, par exemple, c'était pas ce qu'avait fait la journaliste. Elle a certainement pas proposé à son rédacteur en chef un timbre-poste. Ça, c'est pas possible. À ce moment-là, il fallait pas qu'elle me reçoive et qu'elle passe autant de temps à m'écouter et à noircir des pages. Et encore, faut-il remercier l'Est républicain, puisque France 3, région Bourgogne-Franche-Comté, a refusé de m'interroger. On sait d'ailleurs très exactement que notre candidat, Jonathan Vallard, l'un de ses militants, est allé voir une équipe de télévision, d'une chaîne de télévision nationale, qui était venue, et il est allé dire « Est-ce que vous voulez bien filmer le candidat de l'UPR ?» Et la caméraman de la dite chaîne de télévision a dit « Non, non, pas du tout, nous ne parlons pas de l'UPR, nous avons reçu des ordres de Paris. » Donc tout ça, nous sommes dans une société où il y a une pression de plus en plus dictatoriale qui s'exerce, et donc nous essayons de faire avec nos moyens. Donc il est un peu dommage que parfois certains nous disent « Qu'est-ce que vous faites ?» Vous sachez qu'on en fait beaucoup, et que l'on essaye de trouver un moyen pour aller de l'avant. Mais regardez ce que disent un certain nombre d'observateurs. Regardez des gens comme, je crois, Emmanuel Todd, qui a dit il n'y a pas très longtemps, lui aussi, et qui passe de plus en plus difficilement dans les médias. On va vers une censure. Les journalistes tirent la sonnette d'alarme. On est donc dans une situation très grave. Donc ce que je vous demande, à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, c'est que ayez confiance en nous. D'ailleurs, j'ai quand même prouvé, ça va bientôt faire 11 ans de ma vie que je dis toujours la même chose et que toutes mes analyses se révèlent exactes. Donc soyez assurés d'une chose, c'est que on essaye de gérer au mieux cette situation qui est une situation calamiteuse vis-à-vis des médias. Certains nous disent aussi qu'il faudrait organiser des manifestations devant le CSA. On n'arrive même pas seulement nous, les partis politiques de façon générale n'arrivent même pas à faire que les gens se déplacent pour aller 5 minutes voter dans un bureau de vote. Ce que nous craignons, nous, c'est qu'effectivement, je sais qu'on est soutenu par des dizaines de milliers de personnes, ça c'est vrai, mais au moment où il s'agit de sortir de chez soi et de faire 100 km pour aller manifester, voilà, c'est ça le problème. Et puis même si on arrivait à mobiliser énormément de gens pour aller manifester, quand je dis énormément, c'est plusieurs milliers de personnes, il se passerait quoi ? Regardez les manifestations en nombre innombrable qui ont eu lieu depuis 3, 4, 5 ans, 7 ans, avec parfois des centaines de milliers de personnes dans la rue, ça n'a donné rien. En d'autres termes, il ne faut pas voir dans tout ça une occasion de baisser les bras, il faut au contraire voir dans tout ça une occasion de se remobiliser, de se mobiliser parce qu'on va avoir d'autres élections législatives partielles, et je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux qui ont voté pour moi à l'élection présidentielle, et qui me regardent, qu'ils portent une responsabilité quand même dans la situation. Je suis quand même triste de constater que, finalement, ils ont à peu près le même taux d'abstention que les électeurs des autres partis. Ça n'est pas bien. Je voudrais que
toutes celles et tous ceux qui ont voté pour moi en avril 2017, ils fassent leur devoir électoral dans les circonscriptions où il y a des nouvelles élections. Parce que si tous ceux qui ont voté pour moi dans la première de Val d'Oise ou dans la première circonscription du territoire de Belfort avaient voté pour moi, nous aurions fait un score très supérieur. On aurait fait 3 ou 4%. Méditez bien ça, vous devez vous mobiliser lors des élections législatives partielles. Est-ce que d'autres résultats ont retenu votre attention lors de ces législatives ? Il y a aussi un autre résultat qui était très attendu, qui était le résultat qu'allait faire le mouvement qui s'appelle les Patriotes, que M. Philippot a créé à l'automne de l'année dernière, qui est un plagiat éhonté de certaines de nos positions. Pas de toutes. Je rappelle par exemple que M. Philippot ne propose pas de sortir de l'OTAN, ce qui est un peu oublié d'ailleurs par pas mal des observateurs. Il propose vaguement de sortir du commandement militaire intégré, ce qui prouve au passage qu'il n'a pas saisi, ou il a fait semblant de ne pas saisir le fait que l'Union européenne et l'OTAN, c'est les deux mâchoires de la même menace. Mais surtout, M. Philippot avait bénéficié d'une médiatisation absolument extraordinaire. Ça avait d'abord commencé, si on peut dire, par France 3, région Bourgogne-Franche-Comté, qui avait organisé un débat où il y avait 6 candidats, dont la candidate des Patriotes, qui par ailleurs était conseillère régionale, alors que les autres candidats, il y avait 10 candidats, 4 autres avaient été mis de côté. Il y a eu de nombreux articles de journaux, mais des vrais articles très 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 importants, dans Le Point, dans Libération, dans Paris Match, dans l'Express, dans Huffington Post, je crois on en a recensé 7 ou 8, et puis le Paris Match, il y a 1 million de lecteurs. Et c'était présenté le duel Front National Patriote. Sans compter que, effectivement, M. Philippot est passé à la radio d'un nombre de fois très très important. J'ai écrit à la directrice générale de RMC pour lui faire remarquer cela, et notamment nous avons calculé que, à minima, d'après nos estimations, on a retrouvé que depuis le 21 septembre de l'année dernière, M. Philippot est passé, je crois, 2 ou 3 fois chez Bourdin, il est passé chez Brunet, et il est passé 2 fois aux Grandes Gueules ou 3 fois, enfin bref, rien que pour RMC, M. Philippot a eu droit à 2h15 en gros, de passage média sur RMC. Des millions d'auditeurs. Quant à moi, depuis le 21 septembre dernier, sur RMC, j'ai eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde. Alors dans ces conditions, on pouvait effectivement penser que les Patriotes allaient faire un score très important. C'est pas du tout ce qui s'est passé, ni dans le territoire de Belfort, ni dans le Val d'Oise. Dans le territoire de Belfort, nous avons maintenu nos positions. Madame Montel, pour le compte de M. Philippot, a fait 1,99%. Alors évidemment, c'est mieux que nous. Encore heureux. Quand on bénéficie d'une telle promotion, sans compter que M. Philippot, au cours des 2 dernières années, a eu droit à 554 passages médias. C'était la personnalité politique la plus médiatisée de France. Il y a eu des quantités d'articles sur le sujet. On peut dire que c'est un fiasco total. Le fiasco est encore pire pour lui dans le Val d'Oise, puisqu'on a quasiment le même score. Puisque dans le Val d'Oise, nous avons fait 1,04, et sa candidate, qui du reste était l'ancienne candidate du Front National de juin dernier, a fait 1,19%. Certains adhérents trouvent que la position de l'UPR est trop laxiste sur le plan juridique. Ils se demandent quand l'UPR va-t-elle enfin se décider à faire une vraie action en justice. Et à ce sujet, est-ce que vous avez eu des nouvelles concernant la saisine du CSA ? J'avais saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans une lettre que j'avais conjointement signée avec M. Dupont-Aignan pour DLF, puisque sa candidate n'avait pas été non plus conviée. Nous avions approché le candidat de EELV et le candidat de Lutte ouvrière pour savoir s'ils souhaitaient faire également une saisine. Ils n'avaient pas répondu ou décliné notre proposition. Alors nous avons reçu hier, donc mardi 30, c'est-à-dire après la bataille, nous avons reçu une réponse du CSA qui nous dit en substance que c'est tout à fait normal. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est d'autant plus invraisemblable que, quand même, la candidate de DLF a fait beaucoup plus que Mme Montel, qui avait été invitée au nom des Patriotes sur les plateaux de télévision. C'est quand même incroyable. Bon. Donc, en tout cas, le CSA, encore une fois, se moque du monde. Il dit qu'on a eu 20 secondes, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. J'ai écrit à RMC en leur montrant le scandale que représente le fait que M. Philippot ait eu 2h15
sur sa chaîne. Et moi, j'ai eu 0 heure, 0 minute, 0 seconde, puisqu'on fait à peu près le même score. Nous avons également envoyé cette lettre au CSA. Nous allons faire la même chose pour les chaînes de radio et de télévision. Nous avons décidé de lancer des procédures sur un autre sujet, qui sont des procédures de diffamation, en passant par un avocat très célèbre sur la place de Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, pour une procédure en diffamation, ça va coûter à peu près aux alentours de 10 000 euros. 10 à 15, c'est votre argent dont il s'agit. Et si on lance une deuxième, une troisième, quatrième procédure, c'est 30 000, 40 000 euros de dépenses. Je rappelle que notre siège parisien, le nouveau siège parisien, va nous coûter à peu près 50 à 60 000 euros, tout compris, pour l'année. Il faut donc bien comprendre que ça a un coût. Il faut comprendre également que ça a des délais. La procédure de diffamation que nous entamons, on n'aura pas les réponses avant peut-être 8 mois, 10 mois, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Maintenant, pour ce qui concerne le CSA, malheureusement, je suis obligé de dire aux gens français qui ne connaissent pas bien, un parti politique ne peut pas saisir le Conseil constitutionnel. Ça n'existe pas. On peut saisir, par exemple, un candidat peut saisir le Conseil constitutionnel s'il estime que l'élection n'a pas été juste. Par exemple, dans le territoire de Belfort, le jour même de l'élection, le dimanche, François Région Bourgogne-Franche-Comté, le jour même de l'élection, sur son site internet, a publié les portraits de 6 candidats sur les 10 en disant « les candidats à l'élection ». C'est incroyable. Un service public qui présente les candidats. Il n'a pas mis 6 des 10 candidats, il n'a même pas mis ça en légende, c'était les candidats à l'élection. C'est incroyable. Alors certains diraient, il faut attaquer le Conseil constitutionnel. Mais on ne va pas le faire, et pourquoi on ne va pas le faire ? On ne va pas le faire parce qu'on est sûr d'être battu. Parce que c'est une jurisprudence absolument constante du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'invalide une élection qu'à la seule condition que le résultat soit tangent au final en nombre de voix au deuxième tour. Si c'est par exemple qu'il y a quelques dizaines de voix entre les deux candidats finalistes et que au deuxième tour le candidat est élu par exemple en ayant 35 voix de plus que le suivant, à ce moment-là le Conseil constitutionnel peut décider d'invalider. Mais nous allons voir quel sera le résultat dimanche prochain, mais il est tout à fait vraisemblable que le candidat de LR va avoir certainement plusieurs centaines, sinon quelques 1000 ou 2000 ou 3000 voix de plus que son adversaire, entre guillemets, parce qu'en fait c'est copain et coquin, c'est exactement la même politique, de En Marche. Et donc le Conseil constitutionnel nous débouterait tout simplement. Sans compter qu'il y a des frais d'intervention, là aussi, c'est les frais c'est votre argent. Hein. Il faut un avocat pour aller au Conseil constitutionnel. Et ça, c'est uniquement pour un candidat. Alors maintenant, le CSA. Le CSA, nous l'avons saisi un nombre de fois maintenant considérable. Maintenant, on a, et ça c'est important, parce qu'on a constitué un dossier. Parce que si on n'avait pas saisi le CSA, si d'emblée on était passé à des procédures judiciaires, on pourrait nous le reprocher. On a donc fait écrire depuis plusieurs années au CSA. Maintenant, on commence à avoir une littérature suffisamment importante et des lettres qui sont tous des réponses dilatoires pour être gentils, c'est-à-dire des lettres où en fait on se moque de nous, ouvertement. Jamais, le CSA piétine ses propres directives. Alors maintenant, effectivement, nous sommes en train d'étudier la façon d'aller au-delà. Aller au-delà, ça veut dire passer par le Conseil d'État, qui est une espèce d'instance d'appel du CSA. Petit problème, M. Schramek, le président du CSA, qui est l'ancien directeur du cabinet de Lionel Jospin à l'hôtel de Matignon, et donc dont les liens avec la sphère politique sont pour le moins assez étroits. Le problème, c'est que M. Schramek, par ailleurs, est un membre du Conseil d'État. Donc la chose est quand même très très difficile. Alors on est en train de réfléchir à voir comment on peut quand même déférer des décisions à notre encontre du CSA au Conseil d'État. Bien sûr, on vous tiendra informé de tout ceci. Merci François Asselineau pour cette réponse très complète. Passons maintenant à un autre sujet. L'INSEE a annoncé que la croissance française s'élèverait à 1,9% en 2017. Qu'en pensez-vous ?
Oui, j'ai vu ça. Alors, c'est le grand titre des journaux. Le Monde titre, c'est la plus forte croissance depuis 6 ans, etc., etc. On nous apprend également au même moment que le taux de croissance de la zone euro a atteint 2,5%, ce qui serait la plus forte croissance depuis 10 ans de la zone euro. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, si c'est exact, je m'en réjouis, bien sûr. Il vaut mieux qu'il y ait un peu plus de croissance que pas de croissance. Sauf que, premièrement, le taux de 1,9% de taux de croissance pour la France, c'est vrai que c'est le taux le plus fort peut-être depuis 6 ans, mais ça reste un taux quand même très modeste. Moi, je me rappelle dans les années 70-80, quand on avait un taux de croissance un taux de croissance élevé, c'était 2,5-3%. Un taux en dessous de 2, c'est un taux très modeste. Un taux en dessous de 1, c'est quasiment une récession. Donc un taux de 1,9%, c'est vrai que c'est le meilleur, mais c'est parce que on est dans une situation de stagnation complète. Donc quand on dit 1,9%, veut dire les Singapouriens, les Thaïlandais, les Taïwanais, les Coréens, ils auraient de quoi s'écrouler de rire. Je parle même pas des Chinois ou des Indiens, il y a de quoi s'écrouler de rire quand on voit les cocoricots sur 1,9% de taux de croissance en France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que moi, j'attends de voir la suite. Parce que l'expérience a montré avec l'INSEE que très souvent, l'INSEE revient 3 mois après en disant, mais non, finalement, on a recalculé, en fait, c'est pas ça. Il y a souvent des modifications, et pas de, ça peut être de 0,1, 0,2 points en plus ou en moins. Peut-être que dans 3 mois, l'INSEE dira, ben, finalement, c'était pas 1,9%, c'était 1,7%. Voilà. Donc à ce moment-là, il y aura pas le grand titre du journal Le Monde, ça serait simplement un petit truc dans un coin. La troisième chose que je voudrais dire, c'est que si on voit que d'après les statistiques Eurostat qui prévoient 2,5% de taux de croissance pour la zone euro, ça veut dire que la France ne se porte pas spécialement bien au sein de la zone euro. Mais la zone euro avec 2,5% de taux de croissance, certes, c'est un taux de croissance le meilleur de la zone euro depuis 10 ans, mais c'est normal, la zone euro, c'est la zone la lanterne rouge de la croissance mondiale. Mais 2,5%, c'est quand même faible par rapport aux grandes zones du monde, puisqu'actuellement, on assiste à un regain de la croissance planétaire partout dans le monde. D'ailleurs, la croissance de la zone euro, de 2,5%, elle est tout particulièrement tirée par les exportations, et notamment les exportations du Portugal ou de l'Espagne. Donc, tout ceci pour dire que globalement, bien sûr, on peut se réjouir de ce petit surcroît de croissance, mais attendons d'avoir confirmation des statistiques. Espérons aussi que les statistiques ne sont pas truquées. C'est pas moi qui le dis. On a vu ces jours-ci la CGT, des gens qui travaillent, le syndicat CGT, des personnels qui travaillent à l'INSEE, publier un communiqué pour mettre en garde contre les pressions du gouvernement contre le travail de l'INSEE, qui normalement est absolument indépendant du gouvernement. Ça veut bien dire qu'il y a anguille sous roche. D'ailleurs, le gouvernement lui-même a sorti une espèce d'outil statistique propre ou sale, qui lui est propre, et qui prend le contre-pied de certaines statistiques de l'INSEE. Donc, ça ne serait pas nouveau que dans une société crypto-totalitaire ou crypto-dictatoriale comme celle que je décrivais juste dans le sujet précédent, on se mette à truquer les statistiques. Hein. D'ailleurs, c'était, je crois, Churchill qui disait quelque chose comme du style que les statistiques, c'était les formes les plus achevées du mensonge. Et puis un dernier point sur ces statistiques et sur la croissance, on a appris que justement l'INSEE va désormais ajouter dans le calcul du produit intérieur brut, eh bien, le trafic de drogue en France. Voilà. C'est sur une demande de Eurostat, justement, des institutions européennes, qui nous demandent d'ajouter le trafic de drogue. Alors il est exact, je crois que ça a déjà été ajouté dans d'autres pays du monde développés. Moi je trouve ça assez incroyable, parce que si on ajoute le trafic de drogue dans le calcul du PIB, je vois pas aussi pourquoi on n'ajouterait pas non plus toutes les activités illégales. La prostitution, d'ailleurs, j'ai vu qu'il en est quand même assez fortement question. Donc, si on ajoute toutes les activités illégales, on va peut-être faire croître ainsi artificiellement le produit intérieur brut. Tout ça, à mon avis, témoigne quand même d'un véritable malaise civilisationnel. Quelles actualités internationales ont retenu votre attention ? Pour aller rapidement, je citerai trois actualités, il y en a bien d'autres. Mais je renvoie aussi les gens qui m'écoutent à notre revue de presse hebdomadaire qui est publiée tous les mardis sur notre site et sur nos pages Facebook.
Pour aujourd'hui, ce qui me frappe dans l'actualité, c'est d'abord ce que l'on appelle la liste du Kremlin. C'est-à-dire que Washington a dressé une liste, je crois, de 210 personnalités russes qui sont sur une espèce de liste d'infamie pour des sanctions. Alors, il y a dedans des responsables politiques, notamment Dimitri Medvedev, le Premier ministre, notamment Dimitri Peskov, qui est l'un des porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, notamment Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, enfin un certain nombre de personnalités politiques, et puis il y a également un certain nombre d'hommes d'affaires, de gens qui sont très riches, à la fois d'ailleurs des gens qui sont très proches de Vladimir Poutine, et d'autres qui n'en sont pas proches du tout. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est une liste qui est sortie. Voilà. Et les sanctions, il n'y a pas de sanctions. Il paraît-il que ce sont des gens qui pourraient faire l'objet de sanctions. Moi, je vois pas très bien, je l'imagine quand même assez mal, le gouvernement américain prendre des sanctions réelles contre le ministre des Affaires étrangères russe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il mettrait, par exemple, le pied sur le sol américain, qu'il soit arrêté. Ce qui arrive lorsque Lavrov, par exemple, va aux Nations Unies à New York, j'imagine pas que ce soit possible. Alors là, ça serait vraiment un scandale, absolument un scandale international. Donc, moi, ce que je trouve rigolo là-dedans, c'est la réaction de Vladimir Poutine, qui, en voyant la liste, a dit que c'était vexant qu'il n'y soit pas, parce que c'était le seul qui n'y soit pas. Donc, j'ai trouvé que c'était assez rigolo. J'ai trouvé également assez rigolo qu'ils disent qu'en définitive, ils avaient prévu de prendre des contre-mesures, mais c'est tellement burlesque que finalement, ils feront rien, ils attendent. Voilà. Sous-entendu, les États-Unis sont devenus un bateau ivre qui font un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, le président Poutine a eu le souci de ne pas imputer cette nouvelle sortie de la CIA au président Trump. Il a bien dit que le président Trump, le président américain, n'était pas maître des décisions qui lui étaient parfois imposées par son administration. C'est assez triste de voir ça. D'ailleurs, la réaction aux États-Unis est assez mitigée, même assez mauvaise. Il y a quand même un certain nombre de responsables politiques, notamment des démocrates, qui ont dit que c'est quand même n'importe quoi. D'ailleurs, qu'il y avait des gens à la fois proches de Poutine et d'autres qui n'étaient pas proches, que tout ceci n'était pas sérieux, que c'était en fait un copier-coller du magazine Forbes, du magazine qui dresse la liste des fortunes mondiales, et que tout ça n'était pas très sérieux. En attendant, ce qui est quand même assez sérieux, c'est que la situation entre les deux plus grandes puissances militaires du monde, les États-Unis d'Amérique et la Russie, ne cesse de se dégrader, et ça, c'est quand même très inquiétant pour la suite des événements. Alors, il y a un deuxième chapitre en matière internationale, si on peut dire, c'est l'affaire de la Catalogne, qui rebondit une nouvelle fois, puisque M. Puigdemont, donc le Carles Puigdemont, le président sortant de l'Assemblée de Catalogne, qui donc est en fuite en Belgique, plus personne n'y comprend rien. Le président Torrent, qui est le président du Parlement de Barcelone, qui fait partie de la coalition de ceux qui sont indépendantistes, mais il a dit quand même, il a sursis à la tenue de l'ouverture de la session en disant qu'il fallait que M. Puigdemont vienne en ayant l'assurance de ne pas être inquiété. À ce moment-là, l'extrême gauche, qui est également indépendantiste, a dit que c'est une grave faute politique. Enfin bref, pour l'instant, M. Puigdemont est en Belgique. On est quand même effaré de voir qu'au sein de l'Union européenne, il y ait quand même la Belgique qui protège quelqu'un qui viole la constitution espagnole entre deux pays de l'Union européenne. Ça prouve à quel point ils s'aiment tous à l'intérieur de l'UE. Et M. Puigdemont devait, aux dernières nouvelles, paraît-il, faire une déclaration d'indépendance dans une espèce de parlement des Flandres et avec les gens du Vlaamsblok, en tout cas les nationalistes flamands, dont on nous expliquait, voici encore peu de temps, me semble-t-il, que c'était des gens d'extrême droite. Voilà. Tout ceci prouve qu'en fait, on hésite entre la tragédie et la comédie, on hésite entre la pantalonnade et le drame. Tout ceci résulte, je le rappelle, fondamentalement de la reconnaissance par le gouvernement espagnol, par l'État espagnol, de la charte des langues régionales et minoritaires qui a été, il y a une quinzaine d'années, le moment où on a tout développé en faveur du catalan et contre le castillan. Ça résulte également de la politique des eurorégions constamment voulue par Bruxelles pour essayer de démembrer les États-nations. Enfin, le troisième sujet international, c'est plutôt d'ailleurs de la politique industrielle internationale, concerne l'entreprise allemande automobile Volkswagen, qui est de nouveau au centre d'un scandale mondial. Pas seulement elle d'ailleurs, il y a aussi l'équipementier allemand Bosch et je crois une autre entreprise allemande. Et pourquoi ça? Parce qu'on a appris que en 2013, 2014 je crois, et 2015, il y avait eu
ces entreprises avaient mené dans des laboratoires de recherche des expériences sur l'effet du dioxyde d'azote sur l'être humain avec des cobayes, avec 25 êtres humains à qui on a fait respirer pendant je sais pas combien, sans doute pendant des heures, du dioxyde d'azote. Alors le dioxyde d'azote c'est quoi ? C'est un des composants des gaz d'échappement. C'est un produit toxique, c'est un produit nocif, c'est le précurseur de l'acide nitrique. Ça provoque d'ailleurs l'eutrophisation des plantes. Alors, il n'est pas, je crois que c'est pas prouvé qu'aux doses qu'on trouve dans les smogs à Los Angeles ou à Pékin, il n'a pas été prouvé que ça provoquait des maladies mortelles, mais il a été quand même prouvé depuis maintenant des années que ça réduit les capacités respiratoires de façon durable, que c'est nocif, que ça provoque des irritations, etc. Alors, je ne sais pas à quoi correspondaient ces recherches. Les Allemands, quand il s'agit de gaz avec les êtres humains, feraient quand même bien de faire attention à deux reprises avant de se livrer à ces recherches-là. Ça fait donc un scandale. Alors d'autant plus que, se rendant compte que c'était quand même pas correct d'exposer délibérément des êtres humains qui ont dû faire ça probablement, je suppose, contre argent. Donc c'est profiter de la misère humaine. C'est profiter de la misère de pauvres gens qui préfèrent avoir quelques dollars, certainement, ou quelques euros, quitte à ruiner leur santé. Comme du point de vue éthique, c'était scandaleux, après ils sont passés, là, mais ils ont fait les mêmes expériences sur des singes. Voilà. Est-ce que c'est bien normal de mettre comme ça, d'utiliser des animaux pour faire ce genre de choses? Tout le monde, quoi? Quel était l'objectif recherché d'ailleurs là-dedans? Tout le monde sait très bien que la production de dioxyde d'azote est nocive pour la santé, que c'est nocif pour l'environnement, que ça se combine, je crois, avec l'ozone, enfin que tout ça est très nocif, on le sait. Donc l'objectif que devraient rechercher toutes les entreprises automobiles ou d'équipementiers, c'est la diminution drastique de l'émission de dioxyde d'azote, et c'est pas de voir ce que ça fait sur les chiens, les chats, les poules, etc., ou sur des êtres humains. C'est absolument scandaleux, et d'ailleurs le scandale vient d'éclater. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder ? Il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est un sujet un peu microscopique, mais qui me tient un petit peu à cœur quand même. C'est que j'ai appris que une structure officielle qui s'appelle la Documentation française, qui était située à Paris, au quai Voltaire, en face du Louvre sur la rive gauche, eh bien qui vient de fermer ses portes. Il y avait une espèce de grande bibliothèque publique, très calme, où on présentait au public gratuitement, tout le monde pouvait venir, on lui présentait des quantités d'ouvrages, par exemple, je me rappelle la collection du journal Le Monde depuis les premiers numéros de 1944, qui était complète, des quantités de documents, de la documentation française, des rapports officiels, des rapports techniques, etc. Et j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est là que quand j'étais étudiant, j'ai passé le plus clair de mon temps pour préparer le concours de l'ENA. Voilà, c'était en 1982, ça ne nous rajeunit pas, mais les gens qui étaient en 1982 à la documentation française ont pu me voir, j'étais souvent en mars, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'au concours, très très souvent là. Eh bien j'ai appris que ça a été fermé, et le pire encore, c'est que les collections semble-t-il, il y en a une partie qui va être mise au pilon, c'est-à-dire détruite. Voilà. Donc ça, je cite ça parce que la dernière fois, dans l'entretien direct, j'ai parlé du drame de la restriction budgétaire pour les EHPAD, où nos anciens, les personnes les plus âgées, maintenant sont victimes aussi de réductions budgétaires tous azimuts. J'ai parlé également, lors du dernier entretien direct, je crois, de la situation dans les prisons françaises, qui est dramatique. En fait, les restrictions budgétaires se font tous azimuts, mais voici un sujet dont personne ne parlera, et moi dont je veux parler, parce que c'était un petit lieu de gratuité, c'était absolument gratuit, on pouvait aller réfléchir, se documenter, travailler pendant des heures sans être dérangé. Il y avait un grand silence, c'était des étudiants qui étaient là. Ben voilà, pour gagner 3 francs 6 sous, ou plus exactement 3 euros et 5 pence, ou 5 cents, eh bien voilà où on en est réduit. Eh bien moi je trouve ça honteux. Avez-vous un mot pour conclure cet entretien, François Asselineau ? Oui, pour conclure, je dirais que notre mouvement politique, bien sûr, nous avons eu ces élections partielles qui ont été décevantes, mais encore une fois, j'insiste qu'on a quand même progressé en ce sens que désormais on a non plus 39, mais 40 circonscriptions, on a dépassé 1%, et que nous poursuivons notre travail.
Je voudrais aussi dire que le nombre de nos adhésions se porte très bien. Hier, 30 janvier, on a eu, je crois, 10 ou 11 adhésions dans la journée, donc le rythme était tout à fait satisfaisant. Donc les adhésions continuent d'affluer. Et puis tout à l'heure, j'ai évoqué quelques courriers, 2-3 courriers, qui étaient un peu critiques sur le thème qu'il fallait qu'on change notre communication, etc. Je dis pas qu'il faut pas qu'on la change. Je dis que le problème, c'est un problème de fond. Le problème, c'est d'abord que les Français acceptent de regarder en face la situation. Et vous le savez bien tous. Vous savez bien tous que quand on parle autour de soi, il y a énormément de gens qui ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir. Voilà. Ils préfèrent... c'est un sujet un peu triste. Ce qui s'est passé il y a quelques jours, vous avez appris que dans les grands magasins, les supermarchés et Intermarchés, il y a eu une promotion soudaine où les pots de Nutella qui normalement étaient à 4,50 €, ont été bradés à 1,50 €, 70% de réduction. Dans tous les magasins Intermarchés, il y a eu des batailles rangées entre clients, il paraît qu'il y a même eu des blessés, des ecchymoses, etc. Les gens se sont rués pour acheter du Nutella. Bon, c'est vrai que le Nutella, pourquoi pas? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est quand même dans une société d'hyper-consommation, où alors certes, il y a des gens effectivement qui ont très très peu de moyens, on peut comprendre qu'ils se précipitent, mais quand même, il faudrait aussi que nos compatriotes se prennent par la main et regardent quand même que le sujet, c'est pas uniquement le pot de Nutella à 1,50 €. Je vois des Français qui se mobilisent contre le compteur ligne, qui se mobilisent contre les vaccinations, etc., avec des arguments parfois fondés, parfois qui le sont moins. Mais ce dont on parle, nous, c'est absolument essentiel. C'est l'existence même de notre pays qui est en cause. C'est l'existence même de notre niveau de vie, de nos emplois qui sont détruits par les traités européens, détruits par l'euro, de tous nos services publics. On a parlé, là j'en parlais encore à l'instant, qui sont détruits. Et on a l'impression qu'une grande partie de la population ne veut pas voir la relation de cause à effet qui existe entre notre appartenance à cette structure qui s'appelle l'Union européenne, l'euro, et à cette structure qui s'appelle l'OTAN, ne veulent pas voir ça avec leur vie quotidienne. Et c'est là, effectivement, que nous avons une vraie difficulté à faire passer notre message, il faut le reconnaître réellement. Pourtant, une fois que les gens sont entrés dans le raisonnement, une fois que les gens sont tombés d'accord pour regarder nos conférences, lire nos documents, à ce moment-là, d'un seul coup, les écailles leur tombent des yeux et ils nous rejoignent. C'est ce qui se passe tous les jours. On voit donc ce phénomène assez curieux d'un mouvement politique qui se développe de façon tout à fait satisfaisante. Je rappelle que depuis l'élection présidentielle, on a dû avoir peut-être 30 démissions au total. C'est très 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 peu. Là, nous n'avons eu aucune démission. On a au contraire des gens qui adhèrent. J'en profite pour dire, et ça sera mon dernier point, que nous avons tenu la réunion du Bureau national en session plénière, qui s'est tenue donc samedi dernier, avec donc 58 personnes. Il n'y avait pas 58 présents. Quelques personnes n'avaient pas pu faire le déplacement, notamment des personnes qui habitaient loin. Et nous étions plus de 40. Il y avait notamment quasiment tous les titulaires, les membres du bureau titulaires, et une grande partie des suppléants. Nous avons fait toute une journée de travail tout à fait fructueuse. On a réfléchi justement aux élections à venir, et puis où nous sommes également répartis les responsabilités, puisque nous aurons deux types de membres du bureau national, ceux qui sont chargés d'une action interne à l'UPR, chargés de communication, chargés du suivi des sondages, chargés de la coordination des délégations, chargés de l'informatique, etc. Et puis une autre partie des membres du bureau national qui sont responsables du suivi d'une activité ou d'un département ministériel. Responsable national pour l'agriculture, responsable national pour les affaires sociales, responsable national pour le commerce et l'artisanat, responsable national pour les PME, responsable national pour la justice, etc., etc. Voilà. Donc notre bureau national s'est mis en place. Vous trouverez ça dans les prochains jours sur notre site internet où vous aurez les photos, les attributions des uns et des autres. Et puis maintenant, notre mouvement va poursuivre et préparer dans un premier temps l'élection législative partielle en Guyane. Je me rendrai en Guyane avec Vincent Brousseau à la fin du mois de février.
puisque l'élection a lieu le 4 mars, et puis également l'élection législative partielle en Haute-Garonne, qui aura lieu, le premier tour aura lieu le 11 mars. Je me rendrai également en Haute-Garonne avec notre candidat Hervé Minec, qui, pour la première fois dans l'histoire de notre mouvement, c'est un maire en exercice d'un petit village, le village de Ore, O-R-E, en Haute-Garonne, qui sera notre candidat. Et ensuite, l'élection législative qui aura lieu le 18 mars pour le premier tour dans le Loiret. Et ensuite, l'élection législative qui aura lieu à Mayotte. Voilà. Pendant ce temps-là, on va développer nos actions, réfléchir à d'autres moyens de communication. Mais surtout, je voudrais transmettre ce message. C'est un message, ne baissez pas les bras. Jamais. Hein, je citais, je crois, dans mon dernier entretien en direct, je citais que j'étais allé voir le film qui s'appelle Les Heures sombres, que je recommande, qui présente le premier mois de pouvoir de Winston Churchill en 1940. Et je terminerai un petit peu sur ce mot de Winston Churchill à la Chambre des communes en 1940, qui disait « We will never surrender ». Nous ne nous rendrons jamais. Eh bien, l'UPR, elle, ne se rendra jamais. Nous poursuivrons jusqu'à la victoire. Vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.